Cette vérité que l'on refuse d'entendre. Le Congo, le Rwanda et les deux mythes qui entretiennent la guerre. Depuis plus de 30 ans, un même récit s'est imposé dans le débat international sur la région des Grands Lacs. On l'entend dans les chancelleries, on le lit dans les rapports onusiens, on le retrouve dans une grande partie des médias occidentaux. Ce récit affirme deux choses. D'abord, qu'il existerait une guerre continue entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et cela depuis plus de 3 décennies. Ensuite, que cette guerre serait essentiellement motivée par le pillage des minerais de l'Est congolais. Mais ces deux récits sont faux. Et plus grave encore, ils sont en fait dangereux. Car ce que la région a réellement vécu n'est pas une guerre permanente entre États, mais 30 années de déni. Un déni profond, structurant, organisé autour d'un fait central que l'on refuse toujours d'assumer. C'est que les forces génocidaires vaincues au Rwanda en 1994 n'ont jamais été démantelées. Elles ont été même autorisées à se replier et à se reconstituer et à prospérer en République démocratique du Congo. Et cela sous une couverture politique et internationale qui perdure jusqu'aujourd'hui. C'est ce déni originel qui explique tout le reste. L'inversion des responsabilités, la persistance de l'insécurité et l'impossibilité d'une paix durable. Alors voici, la vérité commence en 1994, lorsque le Rwanda a sombré dans le génocide des Tutsis. Le Conseil de sécurité à l'époque n'a pas été pris par surprise. La MINUAR, déployée sur le terrain, avait transmis des informations précises. Alerte militaire, entraînement ouvert des milices, propagande de haine relayée par la RTLM, la fameuse radio des 1000 collines, la radio de la haine, la radio du génocide. Pourtant, lorsque la machine génocidaire s'est mise en marche, la communauté internationale a choisi l'inaction. Pendant 100 jours, plus d'1 million de personnes ont été exterminées sous le regard du monde. Et c'est finalement l'armée du Front patriotique rwandais qui a mis fin au génocide. Mais lorsque le génocide s'est arrêté, ces responsables n'ont pas été neutralisés. Ils ont été escortés vers le Zaïre par une intervention française présentée comme humanitaire, l'opération Turquoise, sous mandat onusien. Ces forces génocidaires n'ont pas été désarmées, elles ont traversé la frontière intacte, lourdement armées et se sont immédiatement attaquées aux populations locales, en particulier aux communautés Banyarwanda, dont les Banyamulenge, au Congo, au Zaïre à l'époque. C'est là que commence une tragédie largement ignorée. Des dizaines de milliers de Congolais Banyarwanda ont été chassés de leurs terres. Beaucoup vivent encore aujourd'hui dans des camps de réfugiés, dans les pays voisins et bien au-delà. Protégés par le régime de Mobutu, ces forces génocidaires sont à l'origine de la première guerre du Congo. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque Laurent Désiré Kabila se retourne contre ses propres alliés, qu'il avait amenés à Kinshasa et chassé Mobutu, il opère un choix fondateur. Il regroupe les restes des forces génocidaires, disséminées dans les forêts congolaises et jusque dans les pays voisins, et assure leur réarmement et leur réorganisation. Elles prennent alors une nouvelle appellation, les FDLR. Et ce choix transforme durablement l'Est du Congo en sanctuaire pour des forces génocidaires. Un sanctuaire qui n'a jamais été démantelé. Depuis lors, les FDLR mènent des attaques transfrontalières, infiltrent les conflits locaux et déstabilisent toute la région. Pour le Rwanda, ces forces ne représentent pas seulement une menace militaire, elles constituent une menace existentielle. Une menace physique, d'abord, en raison de leur capacité à mener des attaques armées, mais aussi une menace idéologique, car elles portent encore le projet génocidaire dans un pays qui a investi depuis 1994 de manière exceptionnelle dans la reconstruction de son propre tissu social, dans la réconciliation nationale et dans la réunification de sa population. Donc ce point est fondamental pour comprendre la posture sécuritaire du Rwanda. Depuis la fin du génocide, le Rwanda a connu un progrès spectaculaire. Reconstruction des infrastructures, développement de ces infrastructures, développement économique, stabilité institutionnelle, sécurité permanente sur l'ensemble de son territoire. Ce progrès est unique dans la région. Mais le Rwanda est un pays relativement petit. Il ne dispose pas de profondeur territoriale. Il ne peut pas se permettre de subir une guerre sur son propre sol
ni même d'en absorber les premiers chocs. Et c'est pourquoi sa doctrine de sécurité repose sur l'anticipation, sur la capacité à détecter, prévenir et à neutraliser toute menace avant qu'elle n'atteigne son territoire. Non par choix idéologique, mais par nécessité stratégique. Plutôt que de reconnaître cette réalité, la communauté internationale a préféré une formule commode. Et c'est pourquoi sa doctrine de sécurité repose sur l'anticipation, sur la capacité à détecter, prévenir et neutraliser toute menace avant qu'elle n'atteigne son territoire. Non par choix idéologique, mais par nécessité stratégique. Donc, plutôt que de reconnaître cette réalité, la communauté internationale a préféré une formule commode. 30 ans de guerre entre le Rwanda et le Congo. Cette formule efface l'origine du problème, elle efface l'existence des forces génocidaires, elle efface la responsabilité de ceux qui les ont protégés et elle permet d'inverser les rôles. Ce renversement du récit s'est institutionnalisé. Il structure aujourd'hui les débats internationaux. Il a permis aux gouvernements congolais successifs d'éviter toute remise en question, tandis que les institutions internationales se protégeaient de leurs propres échecs. Le cas de la MONUSCO est révélateur. Déployée en 1999 pour stabiliser le pays, elle n'a jamais démantelé les FDLR. Au contraire, sous sa présence, le nombre de groupes armés est passé de quelques unités à plus de 200 aujourd'hui. Et sous la présidence de Félix Tshisekedi, ce système n'a pas été corrigé, il a été aggravé. Des milices locales, rebaptisées Wazalendo, patriotes, ont été intégrées aux forces de sécurité, aux côtés des FDLR. Et même des mercenaires étrangers ont été recrutés, des Roumains, des Colombiens. Cette militarisation incontrôlée a transformé l'Est du pays en un espace de prédation où les civils, en particulier les communautés Banyarwanda, sont les premières victimes. Et c'est dans ce contexte qu'un second mythe s'est imposé, celui des minerais. Et oui, l'Est de la RDC est riche en ressources naturelles. Mais depuis des décennies, ce sont surtout de grandes entreprises internationales qui exploitent ces minerais. Les conditions de cette exploitation sont rarement interrogées. Mais le récit selon lequel le Rwanda mènerait une guerre pour piller ses ressources est une construction commode, car il permet d'éviter la vraie question. Pourquoi les populations locales continuent-elles de subir violence et déplacements depuis 30 ans? Parce qu'elles vivent sur des terres où se sont installées des forces génocidaires avec la complicité persistante de l'État congolais. Il faut également rappeler une évidence, c'est que l'Est du Congo est naturellement connecté à l'Afrique de l'Est. Les circuits commerciaux suivent la géographie. Cela ne constitue ni une anomalie, ni une preuve de prédation. Le Rwanda, de son côté, a développé sa propre filière minière, investi dans la sécurisation de son territoire et attiré des investissements majeurs, notamment dans ces régions frontalières. L'idée qu'il chercherait à déstabiliser son voisin au risque de compromettre ses acquis ne repose sur aucune analyse sérieuse. Ces deux mythes, la guerre permanente et les minerais, ont une fonction commune, masquer les causes profondes du conflit. Ils évitent de parler du génocide, de ses survivances armées, de l'effondrement de l'État congolais et de la responsabilité internationale. Il ne s'agit pas de 30 ans de guerre, mais de 30 ans de déni. Un déni qui a protégé des forces génocidaires, un déni qui a inversé les responsabilités, un déni qui empêche toujours la paix. Briser ce déni n'est pas un exercice académique, c'est une condition de stabilité régionale. Et tant que la vérité sera évitée, chaque résolution et chaque déclaration solennelle ne feront que prolonger une illusion. Et surtout, condamner la région des Grands Lacs à une instabilité sans fin.